Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du jeu qui est l'adaptation de l'excellente série Breaking Bad. Alors vraiment, pour ceux qui seraient passés à côté de la série, et ce serait vraiment dommage, matez-la tout de suite, rattrapez-la. Breaking Bad, ça parle de quoi? Ça parle d'un mec qui a chopé le cancer, et donc comme ce mec là, qui s'appelle Walter White, voilà, il a des connaissances en chimie, et bien il va se mettre à vendre de la drogue, de la méthamphétamine. Et ce type qui était à la base un père de famille lambda, et bien il va rentrer dans le milieu de la drogue comme ça, il va se faire sa place. Il va se transformer totalement, voilà, il va évoluer, il va changer du tout au tout. Alors maintenant, tout ça c'est bien beau, une bonne série, ça fait pas forcément un bon jeu. En l'occurrence, en ce qui concerne Breaking Bad, eh ben ce sera le cas, moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est vraiment un jeu, voilà, si vous aimez l'ambiance gangster, l'ambiance parano autour de la table, où tout le monde peut s'envoyer des coups de pute les uns les autres, ben vous allez adorer. Breaking Bad est donc un jeu de Thomas Rofidal et Antoine Morfand pour 3 à 8 joueurs, et oui, à partir de 18 ans, parce que bon, ça parle de drogue, ça parle de meurtre, etc., etc. Et des durées de partie annoncées de 1 à 2 heures. Alors, si vous jouez en petit nombre de joueurs, hein, jusqu'à 4 joueurs, ça va durer, allez, 45 minutes, 1 heure. Si vous jouez à 8, par contre, effectivement, ça risque de dériver. Installez-vous confortablement sur l'une des banquettes du camping-car pendant ce temps. Moi, je pose les pions, ou plutôt les cristaux de meth aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, Breaking Bad, le jeu est installé. Ne vous fiez pas à la place qu'il prend, hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses là, mais en réalité le jeu est très simple. Enfin, relativement simple. Donc on va avoir autour de la table, eh bien ici, en fait, 4 factions qui vont s'affronter tout au fil de la partie. Alors ici, je suis dans une configuration à 4 joueurs, je le précise bien, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Chaque joueur représente une des 4 factions. Donc on va retrouver évidemment Walter White, hein, bien entendu, le héros de la série, qui représente la faction Heisenberg. On va avoir Tuco Salamanca, hein, le violent et trépidant Tuco, qui représente le cartel. Hein. On va avoir Gus Fring, qui représente bien entendu Los Polios Hermanos. Et enfin, on va avoir, vous le voyez ici, Hank Schrader. Et Hank Schrader, si vous connaissez la série, vous savez qu'il ne vend pas de drogue. Et alors, que fait-il ici, ce monsieur? Eh bien, Hank, il fait partie de la DEA. Là où l'objectif des 3 factions criminelles, en fait, ça va être de produire de la meth, ça va être de la vendre, etc., etc. Ben, la DEA, elle, son but, ben, ça va être justement d'appliquer la loi. Hein. Mettre ces criminels sous les verrous, fermer les laboratoires, etc., etc. Donc déjà, on a un des points forts de ce jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment, voilà, 2 styles de jeu très différents, avec les criminels d'un côté, la DEA de l'autre. Et c'est vrai que dans les jeux de gangsters, habituellement, ben, la police, en fait, elle est jouée par le jeu. On va piocher des cartes comme ça, puis il va y avoir des actions de police, ça va peut-être influer sur nous, etc. Mais là, on a vraiment un être humain derrière, vraiment quelqu'un qui va jouer Hank. Et ça change tout, parce que du coup, comme c'est un humain qui contrôle la DEA, ben forcément, c'est plus de l'intelligence artificielle, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va réfléchir aux actions des policiers, qui va essayer de faire en sorte, peut-être, de coincer le criminel qui est le plus dangereux, qui va peut-être avoir des désirs de vengeance, hein, si on l'agresse. Alors, avant de décliner la mécanique, il faut que je vous montre les personnages supplémentaires, hein, puisque l'on a vu que l'on pouvait jouer jusqu'à 8. Donc en fait, eh ben, il y a un personnage supplémentaire par faction, voilà, que l'on peut incarner. On peut avoir par exemple, voilà, Steve Gomez pour la DEA, hein, donc voilà, on va avoir un joueur supplémentaire pour la DEA, et donc ces joueurs de cette même faction, eh bien, ils vont s'entraider tout au long du jeu, ils vont essayer de poutrer un petit peu les autres. Et il faut savoir que ces 2 joueurs vont en général bien se compléter parce qu'ils ont des pouvoirs différents. Et il en sera de même dans les autres factions, puisqu'on va avoir là Mike Hermantrott, qui va appuyer donc Gus Fring pour la faction des Polios Hermanos. Et tous les 2, ils vont là aussi se compléter, puisqu'ils vont peut-être avoir un nombre de points de vie différents, un nombre de stocks de mètres différents, un nombre de cartes en main de départ différents. On va retrouver évidemment Jesse Pinkman, hein, qui va épauler notre cher Walter tout au long de
la partie, et on va retrouver les deux autres frères Salamanca, hein, qui vont épauler leur chef. Donc là, inutile de vous dire que ça va bourriner sévère aussi, hein. On peut pas vraiment dire qu'au niveau graphisme, ce soit exceptionnel, parce que voilà, c'est juste des photos de la série, en fait, plaquées. Alors bien sûr, en termes de matos, il faut que je vous montre, évidemment, aussi, hein, les cristaux de maître qui sont magnifiques, voilà, c'est le cœur du jeu, hein, voilà, c'est notre monnaie d'échange, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, au niveau de la mécanique de jeu, comment est-ce que ça fonctionne? C'est super simple. Et pourtant, il y a pas mal d'actions à faire. Chaque tour de jeu, on va commencer par Walter par exemple, eh bien on va pouvoir dépenser 2 points d'action. En réalité, on va pouvoir en dépenser 3 en payant un petit peu, hein, en subissant des blessures, en payant avec des cristaux de maître comme on veut, avec des cartes aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous avez envie de faire une 3e action, gardez en tête pour l'instant que voilà, il y a 2 actions gratuites à faire par tour. Donc à commencer par tout simplement piocher une carte par exemple, hein, et Walter c'est évidemment ce qu'il va faire parce qu'il a pas grand chose à en faire en fait au début Walter. Et là je trouve que ça aussi c'est un des points forts du jeu, c'est raccord avec la série parce que on va avoir un comportement qui va ressembler au personnage de la série. On voit qu'ici Gus il a déjà 4 cristaux, on voit que notre ami Tuco il en a 5, on voit que Walter il en a pas du tout. Donc lui forcément il va falloir qu'il commence à produire un petit peu, sauf que le problème c'est que pour produire il va falloir trouver un chimiste. Et ce chimiste là il ne le trouvera que dans ses cartes. Voilà, chaque faction a une pioche qui lui est propre. Et donc, Walter, allez, admettons, par exemple, première action, il pioche une carte, deuxième action, il joue un chimiste. Donc quand je joue un chimiste, je peux le poser sur mon labo, ici, le camping-car de Walter, et on voit que chaque faction dispose de son propre laboratoire. Et donc, dès que je pose le chimiste, voilà, je produis 3 mètres. Je les prends, je les mets dans ma planque, et voilà, Walter, maintenant, il a un petit peu plus d'action, hein, pour le prochain tour, parce qu'il peut, voilà, pour un point d'action, piocher une carte, en jouer une. Maintenant, il peut faire produire son chimiste aussi, hein, qui produit 3 mètres par action. Mais vu qu'il a déjà de la mètre dans sa planque, maintenant, il va pouvoir aussi en vendre. Donc là, maintenant, le tour passe à Tuco Salamanca. Et vous voyez, c'est assez punchy, c'est assez rapide. Vraiment, 2 actions, ça va très vite. Vous voyez que, par exemple, Tuco, lui, il a que 2 cartes en main. Hein. Quand il démarre, il a pas grand-chose par rapport à Walter, qui en avait 4. Par contre, il a des stocks de mètres. Donc sa première action, peut-être, à Tuco, ce sera de vendre de la mètre. Et en fait, au niveau de la vente, un point d'action égale une vente. Donc les cristaux vendus, ici, je vais les poser sur mon plateau central. Vous voyez qu'ici, au centre, il y a 4 plateaux, un par faction. Et pour ce qui est des factions criminelles, il y a des petits emplacements ici pour mettre en vente ces cristaux. Donc une fois qu'on les a posés là, on n'a pas besoin de négocier ni quoi que ce soit, on a vendu notre cristal. Et alors, le but du jeu des factions criminelles, ici, c'est de vendre un certain nombre de cristaux pour gagner la partie. À un joueur, il faut vendre 12 cristaux. Donc remplir ici ces 4 colonnes, vous le voyez en bas, il y a un petit billet là avec un seul personnage. Et si vous êtes 2 joueurs dans la faction, ici il faut vendre 18 cristaux. Donc voilà, on peut très bien jouer avec des factions avec un joueur, d'autres avec 2 joueurs, vu que l'objectif est adapté en fonction du nombre de joueurs dans la faction, ça pose pas de problème. Donc là voilà, j'avance un petit peu sur mon objectif avec Tuco, et comme autre action, par exemple, je pourrais jouer une carte, voilà, ça me coûte un point d'action, ce sera le vol de Blue Sky, donc je prends jusqu'à 3 cristaux dans la planque d'un adversaire pour les ajouter à la mienne. Donc là, par exemple, je vais aller piquer les cristaux chez Gus Fring, et hop, ça part dans ma planque. Alors Gus, il aurait pu stopper cette action là, il y a des cartes fusillade, il y a des cartes qui permettent d'éviter ce genre de choses, mais bon, pour le moment, on va considérer que Tuco a piqué les fameux cristaux. Ça vous montre un petit peu à quel point ce jeu peut être sournois. Bon là, la carte de Tuco, elle a été facile à jouer, mais en réalité, il y a beaucoup de cartes dans le jeu des différentes factions qui demandent un certain niveau pour pouvoir être jouées. Un niveau de dangerosité, très exactement. Et ce niveau de dangerosité, en fait, il est calculé en fonction de votre stock de mètres, soit dans votre planque, soit dans les ventes que vous avez effectuées. En gros, plus vous possédez ou avez vendu de mètres, plus vous êtes considéré comme dangereux, et donc plus vous pouvez sortir de cartes puissantes. Alors faut savoir aussi que chaque personnage détient des pouvoirs spéciaux. Par exemple, vous voyez, Walter, une fois par tour, a une action gratuite, il peut regarder la main de notre joueur. Et puis aussi, quand il joue une carte hôpital, il peut appliquer 2 fois son effet, donc ça lui permet de se soigner 2 fois. Et là, je tiens à m'arrêter sur l'une des capacités spéciales de Tuco notamment. Lui, en fait, pendant son tour de jeu, si jamais vous avez le malheur de croiser son regard, vous défaussez une carte au hasard de votre main, tout simplement. Donc tout le monde est comme ça, là, pendant son tour de jeu, là. Et lui, il va essayer de poser des questions et tout, de faire en sorte qu'on croise son regard. Bref, niveau ambiance, fallait juste y penser, quoi, c'est parfait. Alors maintenant, Tuco, il fait le fier, il a beaucoup de mètres chez lui, il commence à en vendre et tout, il est tout content. Sauf qu'on va voir que c'est peut-être pas le bon plan, parce que juste après, on va avoir la DEA qui va jouer. Et là, vous allez comprendre toute la finesse de ce jeu, parce que vendre et produire de la mètre, c'est super cool pour essayer de gagner le jeu. Mais de l'autre côté, ça nous met vraiment dans le radar de la DEA, parce que
plus on va produire et vendre de mètres, plus on va être considéré comme dangereux. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les criminels, en fait, il y a des niveaux pour pouvoir jouer les cartes. Hein. Il faut qu'on ait un certain niveau de dangerosité, en fait, pour pouvoir jouer certaines cartes. Et bien, pour la DEA, c'est pareil, en fait. Il faut que la faction sur qui vous allez jouer la carte ait atteint un certain niveau de dangerosité. Genre, si vous voulez jouer un flagrant délit pour mettre la personne en prison, ben, il va falloir qu'il ait un niveau de dangerosité de 4. Pour une surveillance, c'est simplement 2 étoiles. Après, il y a des cartes qui coûtent rien, comme les bavures policières, par exemple. Et voilà, une petite bavure policière, ça coûte que dalle. Mais dans le cas de Tuco, par exemple, ben, lui, il est éligible à une petite garde à vue, vous voyez. Parce qu'il a un niveau de dangerosité de 3 à cause de toute la mètre qu'il a en planque. Et donc là, Hank, il va pas se priver. Il va lui jouer une petite garde à vue. Ce qui fait que déjà, ben, ça va défausser toutes les cartes bénéfiques qu'aurait pu jouer Tuco avant, des armes, des choses comme ça pour s'améliorer. En plus de ça, Hank il va saisir tout le stock de Tuco, voilà, donc là ça le calme un bon coup. Et en plus de ça, le criminel il est mis hors jeu, c'est-à-dire qu'il va sauter son prochain tour. Donc voilà, c'est bien d'être un gros méchant, mais faut faire gaffe quand même, hein. Faut peut-être pas monter trop haut par rapport aux autres. Parce que la DEA, elle est toujours là et elle veille. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment il a une pléiade de cartes à jouer, le joueur DEA, donc il va pouvoir cibler par exemple un joueur ou un autre, ou même l'ensemble des joueurs, pour faire attention, si jamais ils font des actes répréhensibles, par exemple, il va pouvoir réagir derrière et les punir. Et donc là, j'attire votre regard sur un des logos, voilà, qu'on retrouve sur certaines cartes, ou qu'on retrouve même sur les tapis de vente. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de faire une action répréhensible par la loi, quand on joue une carte comme ça avec un gyrophare, ou qu'on vend un cristaux de mètre. Et ça, en fait, le joueur DEA, lui, s'il a bien prévu son coup, il a joué quelques cartes avant, par exemple, pour surveiller tel ou tel joueur, ou même pour faire des patrouilles pour surveiller l'ensemble de la table, et ces cartes-là lui permettent d'intervenir et de punir le joueur ciblé ou tous les gens autour de la table si jamais un acte répréhensible est commis. Donc il y a des tours de jeu en fait où on va pas trop faire de choses, voilà, on va préparer des petites choses en dessous, mais on va pas se montrer, on va pas sortir du bois, on va pas faire une fusillade par exemple, ou commencer à vendre des choses, enfin voilà, on va pas produire de la mètre, ça va faire de la fumée, après on va nous voir. Donc il y a vraiment des phases de jeu très distinctes où voilà, on va se préparer, et puis quand la DEA sera plus là et nous regardera plus, ben ça risque de fusiller dans tous les sens pour aller piquer de la mètre chez le voisin, voilà, ce genre de choses là. Alors là, Tuco, en fait, il aurait pu éviter la garde à vue s'il avait pu jouer, par exemple, une carte Better Call Saul. Voilà, Saul, vous le connaissez, hein, si vous avez suivi la série, c'est ce fameux avocat véreux avec ses pubs magnifiques. Et donc lui, il va vous sortir de beaucoup de mauvaises passes, hein, les gardes à vue, les flagrants délits, les perquises, enfin bref, il est super efficace. Et alors, si vous n'avez pas Saul Goodman dans votre main, vous pouvez toujours tenter de contrer la DEA d'une manière un petit peu plus violente. Par exemple en déclenchant une fusillade. Alors, lorsqu'une fusillade est déclenchée, ça va se résoudre très simplement, c'est-à-dire qu'en gros, eh ben là, Tuco, il va jouer sa première carte fusillade, Hank, il va peut-être rétorquer, et ça va continuer comme ça à s'échanger des tirs, et en gros, le dernier qui tire a le dernier mot. Alors après, les conséquences d'une fusillade sont différentes en fonction des enjeux qu'il y a en cours, en fonction des personnes impliquées. Ça peut se solder notamment par des blessures, et à ce moment-là, on s'enlève un petit point de vie, là. Vous l'avez remarqué, tous les personnages disposent de points de vie différents. Walter il en a que 3, Tuco par exemple lui il en a 5, donc on vit pas les fusillades de la même manière et on s'engage pas forcément tous dans des fusillades aussi promptement. Walter White, lui, s'il veut faire mal, ben, par exemple, il va nous jouer un petit attentat à la ricine. Alors, il peut pas le jouer de suite parce que son niveau voilà, de dangerosité n'est pas encore atteint. C'est à partir de 7 et plus. Mais quand il joue ça, voilà, il peut faire très mal à un ennemi parce que à chaque début de tour, cet ennemi-là, il perd un point de vie. Voilà, et donc il y a des actions de la DEA qui vont permettre, par exemple, ben, de mettre sous les verrous des chimistes, de saisir des laboratoires aussi. Et c'est ça, en fait, le gros objectif de la DEA. C'est, on le voit ici, en fait, chaque faction dispose de 3 laboratoires, donc dès qu'on en saisit un, il y en a un autre qui se met en marche, mais en gros, dès que la DEA a saisi les 3 labos de toutes les factions, bah, elle a gagné la partie. Donc pour les criminels, il faut vendre un maximum de cristaux, pour la DEA, il faut fermer un max de labos. Et après, toutes les factions peuvent gagner si elles restent la seule en vie. Et d'ailleurs, en parlant de manière forte, tout à l'heure, on a vu que Hank, il avait saisi 7 cristaux chez Tuco, là, et donc il les a mis dans sa planque, mais rien n'empêche aux factions d'aller braquer la DEA. Ben ouais, parce qu'au bout d'un moment, chez la DEA, des cristaux saisis, il va y en avoir un sacré paquet. Et donc ce sera, comment dire, très tentant. Et donc, justement, ça m'amène tout naturellement vers le sujet des alliances, parce que si vous allez attaquer la DEA, ben, il vaut mieux arriver en groupe, hein. En fait, tout au long du jeu, on peut, voilà, sceller des alliances entre nous, bien sûr, comme dans beaucoup de jeux de gangsters, hein, évidemment, ce qui veut dire qu'on va pouvoir partager des labos entre nous, par exemple, s'il y en a un qui a le labo, l'autre le chimiste, ben, on va pouvoir faire un échange de bons procédés, voilà, s'échanger un peu de mètres, on va pouvoir peut-être sceller des pactes de non-agression, hein, qu'on respectera ou pas, d'ailleurs, on va pouvoir peut-être se mettre d'accord
d'accord pour attaquer un concurrent, ou même la DEA. On va peut-être pouvoir s'aider quand on sera en prison, hein, faire sortir un collègue de prison, c'est toujours bien vu. Voilà, après c'est un jeu de gangsters, donc ces alliances, bon ben voilà, elles sont parfois pérennes, parfois elles sont remises en cause, et puis des fois on en oublie l'objectif premier de vendre, et puis ça finit dans un bain de sang parce qu'il y en a un qui nous a mis un coup de couteau dans le dos. Alors voilà, j'ai à peu près tout expliqué, hein. Vous savez très bien que je fais pas totalement dans les détails, mais bon voilà, le jeu, vous avez compris comment ça fonctionnait. Alors que penser de cette adaptation Breaking Bad en jeu de plateau? Bah écoutez, moi je partais pas forcément confiant parce que j'avais vu que c'était juste des petites images plaquées justement comme ça, qu'il n'y avait pas énormément de matos même si les cristaux étaient plutôt jolis, et puis bon voilà, ça aurait pas été la première adaptation foireuse en jeu de société. Hein. Puis finalement, je suis ravi, franchement, je retrouve le sel, en fait, du jeu dont je parlais dans le top 50 ado, là, hein, le gang des tractions avant, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a ces gangsters, on va pouvoir créer des alliances, on va pouvoir se mettre à tous sur la DEA, par exemple, un petit peu comme le fourgon dans le gang des tractions avant, mais on va pouvoir se trahir entre-temps. Alors là, il n'y a pas de trahison directement dès qu'on se partage le pactole, mais il peut y en avoir après, puisqu'après, on peut aller piquer dans la planque, etc., donc on peut engager des guerres de gang comme ça. Puis il y a ces tours de jeu très différents où des fois on est sous surveillance de la DEA, des fois on l'est pas, donc du coup, ben des fois on va se permettre des choses qu'on se permettra pas le tour d'après. Puis je vous dis, en termes d'immersion, il y a des petites idées là, le fait de pas croiser le regard de Tuco Salamanca parce que sinon on se fait défausser des cartes, c'est juste énorme. Et en plus de ça, ben le jeu est simple finalement quoi, je veux dire, bon voilà, 2 actions par tour, il n'y a pas tant d'actions que ça à faire, l'objectif est très lisible, très simple, donc ouais, je trouve que c'est un jeu hyper fluide. Du coup, ben si vous aimez les jeux de gangsters et si vous aimez Breaking Bad, ben foncez quoi. C'est peut-être pas le jeu du siècle, mais en tout cas, en termes d'adaptation de série, ben, il fait le job, et en plus de ça, il s'interdit pas d'innover un petit peu, de rajouter quelques petites originalités, donc c'est cool. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, dites non à la drogue, c'est de la merde, mais par contre, dites oui à la série Breaking Bad, dites oui au jeu Breaking Bad, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.